Hey, bonjour tout le monde, alors nouvelle série de vidéos et j'aurais tendance à dire tout vient à point, à qui sait attendre. Vous allez voir tout de suite, alors vous voyez tout de suite le petit N qui dépasse ici, je sais que vous avez été très nombreux à m'en parler positivement et j'en doute pas de toute façon et j'en ai pas douté. Néanmoins moi je pratiquais plutôt Kubernetes auparavant et vous avez été nombreux à me parler de Nomad, donc voilà on le découvre ici. Nomad tout simplement qui est un orchestrateur, pas forcément que de containers. Donc on va démarrer aujourd'hui par une introduction à Nomad et on va se faire une petite playlist dédiée à Nomad de HashiCorp qui est un très bel outil également qui du coup va permettre aussi cette playlist de faire une comparaison un petit peu à Kubernetes, même si la playlist dédiée à Kubernetes date un petit peu maintenant, mais c'est quand même assez sympathique de pouvoir découvrir les deux et comparer un petit peu les deux. Donc jingle et c'est parti. C'est parti pour cette playlist dédiée à Nomad. Donc derrière, on va avoir un objectif toujours de dérouler les choses comme d'habitude, c'est-à-dire d'arriver à un état où on va retrouver donc notre interface graphique de Nomad. Derrière, on va utiliser Consul avec Nomad, ça c'est assez cool, ça va permettre aussi de réimbriquer les choses avec la playlist dédiée à Consul, que je vous invite aussi à découvrir. On avait aussi fait une playlist dédiée à Trafic, et ben ça tombe bien, on va l'intégrer aussi à Nomad. Et puis on va déployer un applicatif, on en déploiera certainement d'autres également, mais un applicatif très simplement au sein de notre cluster Nomad. Donc ça c'est assez cool et tout ça on va l'automatiser sous forme aussi de Vagrant File. Très rapidement dans la playlist on va arriver à faire un cluster automatiquement avec Vagrant. Donc vous voyez on va retrouver vraiment pas mal de HashiCorp. Alors je sais qu'en ce moment il y a pas mal de débats sur l'évolution qu'ils ont fait au niveau des licences pour passer notamment sur la BSL, donc Business, je sais plus, Standard License ou quelque chose de ce goût-là. Enfin bon, bref, beaucoup moins open source que auparavant. Alors j'avais déjà signaler ces choses-là en live. Personnellement, je n'étais pas un gros fan de me retrouver un petit peu vendeur loqué sur une entreprise en particulier. Et HashiCorp, franchement, je sentais bien le truc venir. Parce que voilà, derrière il y a aussi des intérêts économiques très forts pour ces sociétés qui rentrent en bourse et qu'à un moment donné, ils ont besoin un peu de verrouiller les choses. Néanmoins, nous, on n'est pas là pour débattre de tout ça, mais vous voyez que là, du coup, on va avoir pas mal de choses de HashiCorp. D'ailleurs, on pourra aussi intégrer Terraform puisqu'on peut aussi utiliser Terraform avec Nomad. Donc, Consul, Nomad, Vagrant, Terraform, donc ça fait déjà pas mal. Donc voilà. Donc si on revient à notre introduction, qu'est-ce que Nomad finalement, puisqu'on est là pour ça. Donc quelques minutes pour présenter Nomad. C'est quoi? Donc c'est un orchestrateur d'applications au sens large, c'est-à-dire container ou hors container. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est ce que ne fait pas Kubernetes de cette manière-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Ça a été créé par HashiCorp, ça a été créé sous le cadre donc de code open sourcé, libre. Et voilà, maintenant il y a un petit peu d'évolution. 661 contributeurs, c'est vrai que ça je le rappelle jamais assez le nombre de contributeurs sur certains projets. Alors on voit que par rapport à Kubernetes, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais néanmoins, ça fait quand même pas mal de monde qui ont contribué à ce projet. Donc il était open source, il est en business source license, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, business source license, donc révision faite à peu près il y a 2 semaines par HashiCorp sur l'ensemble de ses produits, si je dis pas trop de bêtises, je pense qu'ils l'ont fait sur tous. Les concurrents, donc c'est Kubernetes, Docker Swarm et Mesos. Alors moi j'étais assez fan de Docker Swarm, je le suis toujours d'ailleurs, je le trouve vraiment très sympathique, très simple. Très facile de passer du coup quand on a fait un Docker Compose sur Swarm. Et puis Kubernetes, on voit tout de suite la lourdeur un petit peu du produit. Et du coup, Nomad constitue vraiment un bon intermédiaire un petit peu entre les deux, voire même une solution qui sort des sentiers battus quand on ne veut pas passer à la conteneurisation. Donc aussi, en termes de concurrents, on retrouvera des DSOS, Mesos, ce genre de choses. Les caractéristiques, ce qui le caractérise, simplicité et faible contrainte, je trouve en tout cas. Donc on va faire un petit comparatif aussi à un moment, Kubernetes versus Nomad. Vous allez voir que voilà, il y a c'est notamment ces choses-là qui en ressortent, me semble-t-il. Nomad, on va retrouver son site officiel. Donc qui est très bien fait. Vous avez aussi donc le GitHub de HashiCorp Nomad et vous avez aussi des tutos, des vrais bons tutos faits
sur les outils généralement HashiCorp, et Nomad bien sûr dispose de ce tuto. On est sur la version 1.6.1, en tout cas on va travailler dessus. Les particularités de Nomad, langage Golang, donc un peu similaire à Kubernetes là-dessus, mais lui fournit déjà une interface graphique, hein, vous l'avez vu, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on la retrouve ici, vous retrouvez des jobs, des clients, donc on verra les principales définitions qu'il faut connaître. Donc interface graphique directement intégrée à la solution déployée. Donc sur Kubernetes, il faut déployer le dashboard, mettre les autorisations qui vont bien, etc. Là, c'est packagé complètement. La configuration, alors on aime ou on n'aime pas, je ne suis pas un gros fan du HCL, mais voilà, on est sur du HashiCorp Configuration Language. J'en suis pas un grand fan, néanmoins, il permet en tout cas, au sein de Nomad, je trouve que ça permet quand même d'avoir une certaine clarté assez pratique, quoi. Sur Terraform, c'est peut-être plus discutable, mais néanmoins, voilà, il est là et il faut l'utiliser. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et les plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Il permet donc de déployer des applicatifs à la fois conteneurisés ou non conteneurisés. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'une société, vous ne souhaitez pas pour X ou Y raison conteneuriser vos applicatifs, vous pouvez encore bénéficier de solutions d'orchestration en mode cluster relativement intéressantes. Nomad en est un très très bon exemple. Et je trouve ça vraiment très cool, très intéressant. Et il ne s'arrête pas là d'ailleurs. Donc, parmi les autres particularités à retenir également, l'interopérabilité, on l'a évoqué tout à l'heure, mais avec des outils de la stack HashiCorp, c'est-à-dire Consul. Et là, pour le coup, l'intégration, elle est vraiment, je vais pas dire sublime, mais vraiment très pratique. Donc pour avoir notamment la registrie de service et bénéficier du DNS attaché à Consul pour pouvoir s'en servir au sein de Nomad, mais aussi à l'extérieur de Nomad. Et ça, c'est vraiment très sympathique pour avoir une infrastructure dynamique, en tout cas gérer les infrastructures dynamiques avec un DNS qui se gère dynamiquement et pas de Ansible, etc. Derrière aussi, alors celui-là je l'avais oublié, mais parmi les, donc on avait parlé de Vagrant, Terraform, Consul, Nomad, et bien il y a aussi Vault qui est partie prenante bien sûr dans la partie pour la gestion des secrets au sein de Nomad. Donc, ce sera peut-être l'occasion aussi de l'intégrer. Et également derrière, ça permet aussi d'intégrer des providers assez facilement de type trafic par exemple. Donc on va se connecter directement soit à Consul, soit à Nomad, l'un ou l'autre, directement, et Trafic va permettre de générer les routes directement suivant des tags qu'on va positionner. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très cool et que peu d'outils permettent de faire de manière extrêmement dynamique, tout en restant simple. Et là, pour le coup, avec Nomad, c'est quelque chose qui est plutôt très abouti. La possibilité aussi de scaler donc les applicatifs avec Nomad. Donc ça, c'est assez sympa également. Alors les versions, attention, vous avez la version Community, donc gratuit, libre. Vous avez la version Enterprise qui, elle, bénéficie de fonctionnalités avancées. Bien sûr, tout ça, c'est payant. Donc on retrouve du multi-région, donc là, quand on a vraiment plusieurs clusters, etc. Les backups, le hot standby, c'est-à-dire on va avoir un deuxième cluster prêt à prendre le relais, etc. La gestion des quotas, un peu à la mode Kubernetes, dédié des quotas pour des applicatifs, etc. Les audit logs, mais attention, donc petite particularité, c'est qu'on passe pas aussi facilement que l'on veut entre si on a quelque chose qui est déjà en Community Edition pour passer en Enterprise ou vice versa de toute façon. Alors, les drivers, donc on en parlait tout à l'heure, donc on a dit conteneurisé ou non conteneurisé, alors ça va plus loin que ça, quoi, finalement. Donc ça va l'utilisation de drivers de type Docker, donc là on va faire un petit peu du Kubernetes-like, du Podman également, hein, toujours en mode container, mais également derrière on va pouvoir faire du KEMU par exemple, donc pour faire de la virtualisation, l'utilisation de machines virtuelles. Donc là ça va vraiment beaucoup plus loin, ou également sans driver, ou le driver Java aussi, un driver dédié à Java, donc si vous êtes une entreprise qui utilise vraiment beaucoup Java, je pense que c'est possible que ça vous intéresse, ou sinon sans, hein, vraiment vous allez déployer du code Python ou autre, voire même vous allez pouvoir interagir avec des outils tels que ECS, donc sur la stack AWS.
Alors Kubernetes versus Nomad, parce que je pense que c'est important d'en parler très tôt. Qu'est-ce qu'il en ressort, en tout cas de mon point de vue pour l'instant, parce que voilà, c'est quelque chose qui nécessite de mûrir un petit peu. Première chose, la courbe d'apprentissage. Ça, c'est un élément qui est important entre les deux. Kubernetes a une courbe d'apprentissage relativement longue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, pas forcément utile dès le début ou utile dans tous les cas, mais en tout cas il y en a beaucoup qui sont nécessaires, que ce soit dans les types d'objets, dans les modes de configuration, dans la sécurité. Il y a vraiment plutôt pas mal de choses. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, ça veut pas dire que voilà, c'est pas utile et que ça n'apporte pas des choses, mais néanmoins voilà, c'est un métier spécifique. C'est relativement délicat Kubernetes à manager on-premise, à la différence de Nomad qui est beaucoup plus souple et qui apporte, on va dire, un certain confort de ce côté-là. Donc Nomad, lui, en parallèle, lui, il est plus simple, facile on-premise, et puis il a un consul de type back-end, un back-end de type consul. Donc je préfère personnellement par rapport à etcd, où je sais que consul, voilà, pour le mettre en vrac, il faut vraiment y aller, soit avoir des choses très larges, soit faire des opérations erronées. Mais voilà, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien, qui est central dans une infrastructure, qu'on peut utiliser à différents titres. Et là, on peut l'utiliser pour Nomad, mais on peut l'utiliser également pour d'autres choses. Le runtime, donc là on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, me semble-t-il. Kubernetes, c'est forcément des containers, ça veut dire des CI/CD relativement adaptés à Kubernetes, un peu spécifique en termes d'outils, de mode de templing, d'outils de templing, et beaucoup d'outils. Ça c'est cool, mais c'est aussi, je trouve, un inconvénient, c'est-à-dire que trouver les bons outils, voir leurs avancées dans le futur, etc., eh bien, c'est pas si évident que ça. Quand je dis avancé, ça veut dire est-ce qu'un outil va continuer à être maintenu, est-ce qu'il va continuer à être open sourcé, est-ce qu'il va devenir payant, etc. C'est toujours des petites questions un petit peu délicates qui sont laissées souvent sous le tapis, mais qui, je pense, restent assez importants. On le voit avec l'évolution notamment du mode de licensing de HashiCorp. C'est quelque chose qui est important et qui surprend tout le monde quand ça sort un petit peu du chapeau, donc c'est pas forcément évident. Nomad, lui, l'adaptation est beaucoup plus facile, ne serait-ce qu'en termes de configuration, déjà d'installation du cluster, mais en termes également de configuration pour déployer des applicatifs, c'est extrêmement simple à lire, donc c'est vraiment assez sympa. Et surtout, je vous le disais, en matière de runtime, ce qui est très important, c'est on n'est pas obligé de faire de la conteneurisation. Donc derrière, si vous avez déjà une CI/CD qui est adaptée pour déployer sur un parc de serveurs non conteneurisé par exemple, ça va être beaucoup plus simple pour passer dans Nomad. La sécurité, alors Kubernetes lui est très très bien fourni, très complet, il permet vraiment beaucoup de choses quand même, quoi qu'on en dise. Ça permet bien sûr des failles, mais ça permet aussi, et assez souvent pour les gens qui ont les compétences, de pouvoir verrouiller les choses suffisamment. Parfois même des outils spécifiques qui sont développés par la communauté. Donc ça c'est très très cool. Nomad lui est beaucoup plus léger, fournit moins de choses, mais on se retrouve un petit peu plus dans le cas de figure de quelque chose qui va être entre guillemets legacy, même si j'aime pas ce terme-là, mais on va dire plus standard à de l'administration système. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place vos règles de sécurité également quand vous allez déployer avec Nomad, etc. Donc c'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, on sait faire, même sans inventer d'outils. Voilà, c'est quelque chose qui est assez standard, et si vous avez sécurisé vos applicatifs avant sur un parc de serveurs, vous pourrez garder, en tout cas, au moins vous aspirez très très fortement du mode de sécurité que vous avez déjà mis en place, et ça c'est très très cool. Alors les évolutions, Kubernetes, bien sûr, la communauté est beaucoup plus importante, avec notamment beaucoup d'entreprises qui y participent, et ça évolue en continu. Alors c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet beaucoup d'outils, mais aussi on peut s'y perdre, ça peut donner aussi le sentiment qu'on est complètement à la rue en permanence d'un point de vue compétence, on a trop de choses à voir. Alors quand on est spécifiquement concentré sur ce métier qui est l'administration de cluster cube, à la rigueur, je dirais, ça pose pas tant de problèmes que ça, mais quand on a vraiment plein d'autres
techno à suivre en même temps, eh bien c'est pas forcément très évident. La communauté est très importante, multitude d'outils, donc comme je disais, parfois difficile à suivre. Puis qui dit beaucoup d'outils, beaucoup d'agilité sur tous ces outils, donc beaucoup de nouvelles versions et beaucoup de maintenance à faire, d'upgrade à réaliser dans de bonnes conditions, etc. Donc voilà, c'est pas toujours si évident que ça, c'est très très cool parce que voilà, c'est suivi derrière, vous aurez souvent des réponses à vos questions sans grande difficulté. Nomad, donc la communauté est bien plus réduite, hein, comme on le disait tout à l'heure, je crois 661 contributeurs. Peu d'outils annexes, hein. Pour le coup, peu d'outils annexes, néanmoins vous allez pouvoir vous rabattre vers des choses qui sont un petit peu plus classiques, standards, ou en tout cas qui existaient déjà par le passé et que vous pouvez réutiliser sans grande difficulté. Et surtout la licence, qui est BSL à l'heure actuelle, et qu'il faut continuer à zioter un petit peu sur son évolution dans le futur, parce que voilà, du coup, HashiCorp a donné un signal que voilà, il pouvait évoluer assez facilement dans ces domaines-là, donc à voir. La taille aussi est quelque chose de très important. Kubernetes, lui, c'est souvent, voilà, les tailles de cluster cube sont extrêmement importantes. On n'a pas de problème pour atteindre la centaine de serveurs, me semble-t-il. Beaucoup d'applicatifs, là on parle en plusieurs centaines d'applicatifs, les déploiements, etc. Tout ça est bien sûr bien intégré. Nomad, lui, est plutôt adapté pour des tailles beaucoup plus petites de clusters, mais à la rigueur c'est pas plus mal, parce que voilà, ça permet d'avoir deux solutions qui sont un petit peu différentes, et on cherche pas la même chose finalement dans les deux solutions. Donc ça c'est quelque chose qui à retenir, me semble-t-il, et comme toujours, hein, chaque techno pour chaque usage, chaque cas de figure, c'est vraiment à juger en fonction de ce que l'on a en face de soi. Et à la fois en termes de compétences, à la fois en termes de budget, à la fois en termes de use case à traiter. Donc tout ça est vraiment à prendre en compte. Et en termes de temps également que l'on peut y passer. Voilà, donc on a fini notre introduction à Nomad, j'espère que ça vous a plu, on a fait un tour un petit peu de cet ensemble de choses qu'on va découvrir dans Nomad, mais aussi en même temps des questions qui sont un petit peu transverses à Nomad et à d'autres outils. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Nomad, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, me motiver, mettez des commentaires également, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.